Avant de venir ici, je me disais intérieurement comment est-ce que je vais commencer à m'adresser à vous. Et j'avais choisi une formule. Et je vais vous larguer cette formule. Nye nye. Naloba. Nasopa. Aujourd'hui, on va le faire. Je voudrais tout d'abord remercier le coordonnateur de la jeunesse de l'Union Sacrée et tout son bureau qui nous font l'honneur de nous accueillir cet après-midi ici pour que nous puissions échanger en tant que compatriotes. J'espère que le coordonnateur et tout le bureau ont réalisé que je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Je suis président d'un parti politique qu'on appelle la Force du Changement, qui est en dehors de l'Union Sacrée. Mais j'ai pensé que s'ils m'ont... J'ai pensé que s'ils m'ont invité à venir m'adresser à vous cet après-midi, c'est que réellement ils tiennent à ce que nous partageons en commun. La République démocratique du Congo, au-delà des clivages politiques. La loi Tchani de père et de mère, c'est cette loi-là qui nous unit tous, contrairement à certaines opinions propagées par certaines personnes pour des raisons qui leur sont propres. Ces personnes-là disent que la loi Tchani de père et de mère nous divise. Et je vais vous démontrer cet après-midi que cette loi nous unit plutôt que nous diviser. Et avant de faire cette démonstration, je vais commencer par vous faire un constat qui m'a amené à concevoir cette proposition de loi. Le constat est lequel? Tout le monde est au courant que notre pays est infiltré jusqu'aux dents. Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas comment ces infiltrations ont commencé. C'est que déjà du temps de la Deuxième République, quand on avait un président du nom de maréchal Mobutu Sese Seko, on a eu un directeur de cabinet du bureau du président qui s'appelait Bisengimana. Ce directeur de cabinet n'était pas congolais, il était rwandais. Il a utilisé son poste pour mettre ces gens de Rwandais dans beaucoup d'institutions de la République à tous les niveaux de l'État. Mobutu est parti. Pour le faire partir, il y a eu des coalitions des pays étrangers qui se sont mises ensemble pour combattre le régime de Mobutu. Ces coalitions incluaient des gens comme Laurent Désiré Kabila, qui étaient soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ces pays-là ont mis en place, ont mis à sa disposition leurs armées, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ils ont commencé à faire la guerre à l'armée zaïroise, les FAS, comme on les appelle, les forces armées zaïroises. Et ils ont vaincu les FAS. On a chassé Mobutu du pouvoir. Une fois que Mosé Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, c'était au vu et au su de tout le monde. Il a commencé à nommer des gens par-ci, par-là. Et parmi ces gens-là, je vais vous mentionner peut-être 2 ou 3 personnes simplement. Il y avait le chef d'état-major de l'armée qui s'appelait James Kabarebe. Mosé Laurent Désiré Kabila l'a présenté comme étant un Congolais. Par la suite, il s'est avéré qu'il n'était pas Congolais. Il y avait des gens comme les Bizima Karaha, les Azarias Uberwa. Ils étaient nombreux. Les Bouguera, vous vous rappelez, les Bouguera. Tout ce monde-là, ils ont occupé des fonctions importantes dans l'arsenal des institutions de la République. Au fil des années, ils ont réussi à placer dans chaque institution de la République quelqu'un qui venait
de ces pays-là, le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi, aux grandes dames des Congolais. Mais pendant que les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda marchaient sur le sol congolais, ils ont fait au passage plusieurs millions d'enfants avec des femmes congolaises. Et pour combattre ces armées-là, la République démocratique du Congo, qui était dirigée par M. Laurent Désiré Kabila, a fait venir aussi des armées étrangères. L'armée de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie. Ils sont venus pour combattre ces armées venues de l'Est. Mais maintenant, pour maintenir la paix entre ces belligérants, les Nations Unies nous ont amené les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la MONUC ou bien de la MONUSCO. Il y a eu un afflux de militaires étrangers sur le sol congolais. Ces militaires étrangers, phénomène humain, se sont accouplés avec des femmes congolaises ou bien avec des hommes congolais, créant au passage des millions d'enfants qui ont un parent congolais et un parent étranger. D'après notre constitution, ces enfants-là, ils sont quoi? Ils sont congolais. Et nous, on les accepte, ils sont les nôtres. Ce sont nos neveux, nos cousins, nos petits frères, tout ce que vous voulez. On les accepte, on ne les refuse pas. Parce que la constitution congolaise donc dit que pour être congolais, il faut être des pères ou des mères. Être des pères et des mères, ou même être un étranger venu ici et se naturaliser pour prendre la nationalité congolaise. Ou même aussi, il y a ce qu'on appelle les apatrides. Les apatrides sont des gens qui n'ont pas de pays. Vous vous réveillez le matin, vous allez devant votre maison, vous trouvez un enfant avec des yeux à côté, il est jaune, vous le prenez pour des raisons humanitaires, pour qu'il ne puisse pas mourir de faim, vous l'amenez dans votre maison, il grandit. Cet enfant-là, qui n'avait pas de parents, qui n'a pas de pays, il est congolais. On l'appelle les apatrides devenus congolais. La constitution congolaise dit que tous les Congolais sont les mêmes et ils ont les mêmes droits à tout dans notre pays. Et nous, nous acceptons cet article-là comme tel. On ne le conteste pas. Donc, Congolais des pères et des mères, Congolais des pères ou des mères, étrangers naturalisés congolais ou apatrides devenus congolais, tous, nous sommes égaux. Nous nous aimons tous, nous devons tous nous aimer, on ne doit pas se diviser. Et nous avons droit à tout dans notre pays. C'est-à-dire que chacun de nous là peut devenir joueur de football, marchand, vendeur de poissons. Il peut devenir président des clubs de football. Il peut être ministre des sports, ministre de la culture. Tout le monde a droit à ces postes-là. Il peut être homme d'affaires. Il peut travailler dans une entreprise privée ou publique. Nous avons tous droit à tout dans notre pays. Mais nous disons que pour des raisons de souveraineté nationale, pour protéger notre pays contre des infiltrations étrangères et surtout pour éviter de mettre certains de nos compatriotes dans une situation de conflit d'intérêts, nous allons réserver l'accès à certains postes que je vais énumérer tout à l'heure, qu'on appelle des postes de souveraineté, exclusivement aux Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais d'origine. Pourquoi est-ce que je fais cette distinction-là? C'est parce que je ne voudrais pas placer notre pays dans une situation de loyauté partagée, où nous avons par exemple quelqu'un qui occupe l'un des postes que je vais énumérer tout à l'heure, à supposer que ce soit président de la République, s'il a un père rwandais, une mère congolaise. Cette personne se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que s'il est président de la République et qu'il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda de son père, il va trancher en faveur de quel pays? Parce qu'il aime beaucoup sa mère congolaise et il aime beaucoup son père aussi rwandais, et nous on ne lui demande pas de ne pas aimer l'un de ses parents. Il doit les aimer de la même façon. Maintenant, pendant qu'il est président de la République démocratique du Congo, il entend qu'il y a un président au Rwanda, qu'on appelle Paul Kagame, qui va au Bénin et qui dit que le Rwanda réclame des terres qui se trouvent à l'est de la RDC, c'est-à-dire le Sud Kivu, le Maniema et le Nord Kivu. Maintenant, nous avons un président dont le père est rwandais. Comment est-ce qu'il va trancher ce conflit-là? Il sera en quelque sorte contrarié, forcé de prendre position entre le pays de sa mère et le pays de son père. Ce n'est pas juste à l'égard de cette personne-là, parce que personne n'aime choisir entre sa mère et son père. Il les aime de la même façon.
C'est pour éviter de mettre l'un de nous dans une situation de conflit d'intérêts de cette façon-là, que nous disons, nous vous aimons beaucoup, vous pouvez tout faire dans notre pays, mais on ne va pas vous mettre dans des postes où vous devez choisir entre le pays de votre père et le pays de votre mère. En d'autres termes, nous ne voulons pas vous mettre dans une situation de loyauté partagée. Partagée entre la RDC et le Rwanda, ou partagée entre la RDC et l'Ouganda, la RDC et un autre pays. J'ai entendu tout récemment un chanteur congolais qui est allé dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais le mentionner parce que c'est un très bon ami à moi, Koffi Olomide. On lui a posé la question sur ses origines. Il a parlé. Et enfin, il a conclu sa présentation à la télévision béninoise en disant « Mon cœur est fondamentalement béninois ». Demandez maintenant à Koffi de choisir entre la RDC et le Bénin en cas de conflit. Il est contrarié. Et nous ne voulons pas le placer dans une situation comme ça. C'est ça qui a motivé là, soit purement et simplement modifié simplement en disant que pour être éligible à ces postes-là, la personne doit remplir les conditions suivantes. Être congolais d'origine, c'est ce que la Constitution dit actuellement, et nous allons ajouter virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Ce que nous ajoutons là, ce n'est pas une nouveauté. Ça existait pendant la période de la Deuxième République. Pendant que Mobutu était président de ce pays, la constitution du Zaïre disait la même chose. Pour être éligible à ces postes-là, pour être éligible au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Donc, quand les belligérants sont allés en Afrique du Sud pour écrire la constitution de 2006, ces belligérants, ils ont fait tomber la mention née de père et de mère. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que ces belligérants-là ne défendaient pas simplement les intérêts du Congo. Les belligérants étaient lesquels? Le RCD Goma de Azarias Ruberwa, soutenu par qui? Par le Rwanda. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. Et il y avait maintenant lui-même Mzee Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Par conséquent, notre constitution ne reflète pas simplement ce que nous voulons en tant que peuple congolais. Ça reflète aussi la volonté de ces pays-là, les parrains qui étaient derrière ce mouvement rebelle. Par conséquent, nous voulons purifier notre constitution aujourd'hui en enlevant ces mentions-là qui ont ouvert la boîte de Pandore pour faire entrer dans la bergerie ces enfants-là, issus des combinaisons que j'ai décrites tout à l'heure avec les militaires rwandais, ougandais, burundais et les militaires de tous les pays du monde avec les femmes congolaises. Mais, je répète, cela ne doit pas diviser la population congolaise. Nous disons comme tous les autres pays du monde, et je vais mentionner quelques pays du monde qui ont adopté la même disposition, nous disons simplement que pendant que nous nous aimons tous en tant que Congolais, et nous devons rester solidaires, on doit donner des opportunités à tout le monde. Nous allons faire cette incise-là pour protéger un bien qui est particulier, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Parce que si l'un de ces enfants qui ont des loyautés partagées arrive à accéder à ces postes importants, il peut mettre à mal la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Comme je l'ai décrit tout à l'heure là, comme Kagame est en train de réclamer les terres à l'est de la République, qui a envie de voir la RDC perdre le Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, pour donner donc à Kagame. C'est pour faire échec à ces idées de balkanisation, d'atteinte à l'intégrité territoriale que nous proposons cette loi. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci. Est-ce que nous sommes le seul pays de la planète à adopter une disposition de ce genre-là? Je vous dis non. Il y a des pays juste à côté comme la Zambie. La Zambie dit clairement que pour être président de la République, il faut avoir la nationalité zambienne et avoir les deux parents du candidat en question. Les deux parents doivent être zambiens by birth. En anglais, ça veut dire de naissance, l'équivalent de deux pères et de mères. La Tunisie, elle dit la même chose. L'Égypte dit la même chose. Et ils vont jusqu'à 4 générations à partir du candidat à la présidence de la République. C'est-à-dire, le père et la mère doivent être tunisiens ou égyptiens ou marocains.
Les grands-parents doivent être la même chose, les arrière-grands-parents la même chose aussi du côté donc, de la femme, de l'épouse. Par conséquent, nous ne sommes pas le seul pays de la Terre à penser de cette façon-là. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que tous ces pays que je viens de mentionner, c'est-à-dire la Zambie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et beaucoup d'autres, nous sommes tous membres d'une organisation qu'on appelle les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais demandé à ces pays-là d'enlever cette disposition-là parce qu'elle serait, d'après eux, discriminatoire. Ils n'ont jamais demandé à ces pays-là. Par conséquent, les Nations Unies sont mal placées pour venir pointer du doigt notre proposition de loi en RDC en nous disant elle va faire la discrimination, elle va éliminer certaines personnes. Bintou Kaïta, qui est représentant de la MONUSCO ici, elle n'a qu'à aller déjà demander à son pays, la Guinée, Conakry, de changer la constitution. Et s'ils ne peuvent pas le faire, et demander à la Tanzanie, à la Zambie, à la Tunisie, de faire la même chose. Par conséquent, ils ne doivent pas nous interdire à nous le droit de protéger aussi notre souveraineté nationale en adoptant cette loi ici. Ça, mesdames et messieurs, c'est le premier volet de la loi. Il y a un deuxième volet important. Il y a un deuxième volet important de la loi. C'est l'article 10 de la Constitution. L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pouvez pas être congolais et avoir une autre nationalité étrangère. Vous ne pouvez pas être congolais et être français, belge, indonésien, n'importe quel pays du monde. À cause de cette disposition-là, beaucoup de nos compatriotes qui ont quitté ce pays dans des conditions difficiles, la plupart d'entre eux, ils ont quitté parce que le pays était mal géré, la malgouvernance. Ils ont fui le pays pour aller chercher des opportunités ailleurs. Ils arrivent là-bas, ils travaillent, ils terminent les études. Pour trouver le travail, le pays leur dit, le pays de résidence leur dit, si vous voulez trouver du travail ici, vous devez avoir la nationalité du pays, c'est-à-dire prendre les papiers pour être éligible à travailler dans le pays. Et ils sont allés, ils ont pris ces papiers-là pour être français, belge, indonésien, ainsi de suite. Mais à la minute que vous prenez ces papiers, la RDC ici vous dit, ah, vous n'êtes plus le nôtre, vous n'êtes plus congolais. Or, quand vous prenez ces papiers-là, c'est pourquoi? C'est pour trouver du travail, nourrir vos enfants, les envoyer dans de bonnes écoles et gagner de l'argent supplémentaire. Envoyer cet argent-là aux familles qui sont restées dans la pauvreté en RDC. Vous êtes un héros national. Quelqu'un que nous avons envoyé pour nous gagner de l'argent, soutenir les familles qui sont dans la pauvreté ici. Maintenant, je considère que avec cette disposition, nous avons perdu 15 millions de Congolais. 15 millions de Congolais, la plupart d'entre eux qui sont dans la diaspora, ont perdu la nationalité congolaise, ne sont plus Congolais. En d'autres termes, la constitution actuelle, avec cette clause d'exclusivité de la nationalité congolaise, a divisé la population congolaise. On a divisé la population congolaise en deux parties. La partie des Congolais à l'intérieur, et nous sommes 107 millions de Congolais à l'intérieur, et la partie des Congolais dans la diaspora, en grande partie. Cette partie-là, 15 millions, ils ont perdu la nationalité congolaise. Donc on nous a divisés. La loi que nous proposons donc dit ceci. Aucun d'entre nous, Congolais, ne doit perdre la nationalité congolaise. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous allons mourir Congolais et on va nous enterrer comment? Congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise. Si vous allez à l'étranger et vous prenez une nationalité congolaise, comme disent les Quinois ici, et Talio, ça vous regarde. Mais le jour que vous revenez à Kinshasa, à l'aéroport d'Indil ou à n'importe quel point d'entrée, vous présentez le passeport congolais, nous vous acceptons, nous ne voulons même pas savoir est-ce que vous avez une autre nationalité ou 10 000 autres nationalités. Ça, c'est vos papiers à vous, ça vous regarde. Mais nous, Congolais, nous vous accueillons comme étant notre frère et notre sœur qui revient en famille, qui revient au bercail. On n'a pas besoin de vous bloquer, de vous barrer la route. En faisant ce changement-là simplement, c'est-à-dire remplacer la nationalité congolaise et une exclusive par la nationalité congolaise est irrévocable. En changeant simplement ce mot-là,
nous allons redonner la nationalité à 15 millions de personnes. 15 millions de Congolais. Mais 15 millions de personnes, c'est comme l'équivalent de la population du Congo-Brazzaville, le Gabon, la République centrafricaine et le Burundi. Quel est ce pays du monde-là qui refuse tout ce monde-là en disant « vous n'êtes plus les nôtres ». Par conséquent, c'est le Congo qui gagne. Nous gagnons comment? Ces gens-là, les 15 millions, ce sont des ressources humaines de qualité, qui sont formés dans les meilleures universités de la planète, qui ont travaillé, qui ont de l'expérience professionnelle, donc des ressources humaines dont le Congo a besoin pour son développement. En plus de cela, ces 15 millions, parce qu'ils ont travaillé dans des pays qui ont un pouvoir d'achat, ok? Ils ont épargné de l'argent. Cet argent qu'ils ont épargné, à la minute qu'on leur dit vous pouvez rentrer au Congo quand vous voulez, vous êtes Congolais, ils vont venir le dépenser ici, investir dans des petits projets de développement, par conséquent, créant des emplois pour nous autres qui sommes à l'intérieur du pays. Par conséquent, je ne vois que du bien qui pourrait venir de ce changement-là et d'adoption du principe de irrévocabilité de la nationalité congolaise. Toutefois, nous devons être prudents. Nous avons des pays voisins qui nous ont fait la guerre, qui ont voulu nous coloniser, qui ont voulu nous exploiter et qui continuent à multiplier des stratagèmes pour arriver à nous dominer. Ces pays-là, nous n'allons pas permettre la double nationalité avec eux. Donc, dans un premier temps, double nationalité avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins de la RDC. Et ça, jusqu'à ce que nous nous sentions à l'aise à vivre avec eux, à partager la même nationalité avec eux. D'où on n'aura pas la double nationalité entre la RDC et le Rwanda, la double nationalité entre la RDC et l'Ouganda et tous les pays voisins. Et ça va durer peut-être 30 ans, 50 ans ou 100 ans, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise maintenant de vivre avec eux. Et en ce moment-là, on pourra réexaminer ces dispositions-là. Mesdames et messieurs, voilà, grosso modo, l'essentiel de cette proposition de loi. Donc la loi a deux volets. D'un côté, le verrouillage des postes de souveraineté pour nous assurer qu'on ne pourront accéder à ces postes-là que les Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays et qui ne pourront pas être dans une situation de conflit d'intérêts, mais d'autre part aussi l'adoption du principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour récupérer les 15 millions de Congolais qui sont dans la diaspora, qui ont perdu la nationalité. Voilà les deux éléments. Alors, j'entends beaucoup de personnes dehors là dire beaucoup de choses. La première des choses qui est dite souvent, c'est que la loi là, elle divise. Je viens de vous démontrer tout à l'heure là que la loi ne divise pas. Bien au contraire, elle réunit une population déjà divisée. La deuxième chose, on dit, oh, la loi là c'est une loi raciste, c'est une loi tribale. C'est une loi xénophobe. Mesdames et messieurs, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, est-ce que je vous ai dit de détester les gens qui ne sont pas des Noirs comme nous? Non. Est-ce que nous pouvons dire que les Métis congolais se trouvent dans une tribu et que les autres tribus n'ont pas de Métis? La loi, elle s'applique à tout le monde, elle est impersonnelle. On ne vise pas un individu, on ne vise pas une tribu, on ne vise pas une couleur. La loi s'applique à tous les Congolais sans distinction. Et tout ce que nous voulons, c'est protéger notre pays, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays à travers le monde. Voilà grosso modo l'essentiel de la proposition de loi que nous faisons. Vous vous posez la question où est-ce qu'on en est maintenant. La loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a été programmée pour débat dans l'agenda de la session de mars 2023. La session va prendre fin, je pense, le 15, mais j'estime qu'il y aura une prolongation de la session parlementaire. Donc, c'est possible qu'avant le 15, on programme les discussions et le vote sur la loi, mais c'est possible que ça intervienne dans la deuxième partie, lorsqu'il y aura donc extension de cette session parlementaire. Nous croisons les doigts et nous demandons au président Bosso et son bureau de faire œuvre utile, de ne pas accepter les pressions qui viennent de l'extérieur. Cette loi n'est pas la seule loi que le Parlement congolais va pouvoir examiner. Il y a des millions de lois qui ont été examinées depuis 1960. Posez-vous la question de savoir pourquoi seulement cette loi-là fait intervenir des ambassadeurs des pays étrangers
des pays étrangers, les sénateurs américains qui émettent des communiqués et qui menacent la République démocratique du Congo en disant ne franchissez pas la ligne. Quelle est la ligne que nous allons franchir? Lorsque chez eux, ils ont adopté la loi qui dit que pour être président de la République des États-Unis, il faut être américain né sur le sol américain. Est-ce que nous, on est intervenu pour leur dire ne faites pas ça? On n'est pas intervenu. Pourquoi est-ce qu'ils doivent intervenir pour nous dire ne franchissez pas cette ligne ici? C'est parce qu'en réalité, nous avons découvert leur secret. Quel est leur secret? En 1960, vous vous rappelez qu'il y a un Belge, je pense c'était M. Van Bilsen, qui avait dit que avant l'indépendance sera égal après l'indépendance. C'est-à-dire, le Congo va continuer à fonctionner d'après le modèle mis en place par les colonisateurs. C'est-à-dire, on exploite les ressources naturelles du pays au profit de l'étranger. Et on fait intervenir au sommet de l'État des gens qui n'ont aucune loyauté à l'égard du pays. On nous manipule en quelque sorte. Cette loi ici va changer tout. C'est la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que avant cette loi, on pouvait avoir des infiltrés dans toutes les institutions de la République. Après cette loi, il n'y aura plus d'infiltration dans nos institutions. Et le Congo sera géré exclusivement par des gens qui ont à cœur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc les choses vont changer. Nous pourrons nous concentrer maintenant sur les efforts de développement du pays, au-delà des considérations de souveraineté et d'intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, le professeur Dr Noël Tchani, pour cet exposé si riche, si éprouvant et innovant que je demande encore une fois de plus à l'Assemblée d'applaudir. JSL